Bonsoir Mourad Batik. Bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous en direct sur BFM TV. Je vous pose la question que je posais à Cécile Olivier il y a quelques instants. Comment vont ce soir la maman qui a perdu son bébé, son frère qui conduisait et l'enfant de 6 ans? Ils vont pas bien. Ils vont pas bien d'abord physiquement, évidemment. Il y aura de très très lourdes séquelles sur la suite et sur l'avenir de cette famille, de cette maman, du conducteur, du fils du conducteur. Donc ils sont dans un très mauvais état de santé, mais ils sont encore plus mal psychologiquement. Quel est l'état d'esprit de cette famille qui attendait de cette femme qui attendait un enfant qu'elle a perdu, une petite fille, vous l'avez annoncé cet après-midi, qui était parfaitement viable et qui était âgée de 7 mois, nous sommes d'accord? Exactement, en fait, l'accouchement était prévu pour le 14 mai. C'était une petite fille, donc on était entre 6 et 7 mois. Et effectivement, il n'y avait aucune difficulté sur la grossesse. Elle était accompagnée, suivie, accompagnée par la famille, par son mari, par le corps médical, et il n'y avait aucune difficulté avec l'enfant à naître avant cet accident. Très simplement, qu'attend cette famille aujourd'hui de la justice? Ils sont dévastés. Ils sont terriblement dévastés par l'accident qui a fait que le sol s'est dérobé sous leurs pieds et que le ciel leur est tombé sur la tête. Et aujourd'hui, ce qu'ils attendent, c'est que justice soit faite, que justice soit rendue. C'est les mots qui ont été prononcés par la famille hier quand je les ai vus. Oui. Et ils veulent par-dessus tout qu'évidemment la notoriété de M. Palmade n'influe en rien sur l'institution judiciaire ou médiatique. Quel est leur état d'esprit vis-à-vis de Pierre Palmade qui a causé l'accident? Ils sont très en colère, à juste titre. Ils sont en colère parce que, évidemment, il n'a même pas l'excuse de l'insouciance de la jeunesse. Donc, évidemment, ils sont dévastés, ils sont en colère et ils ressassent encore et encore ce qu'il s'est passé dans cette voiture ce soir-là. Et justement, vu son état au moment du drame, je vous parle de Pierre Palmade, estimez-vous qu'il s'agit d'un accident? Alors, il ne s'agit pas... Enfin, il s'agit d'un... Non, mais c'est une vraie question. Son acception... Et elle sera au cœur de toutes les interrogations dans les jours et dans les semaines à venir. Alors non, elle ne sera pas vraiment au cœur de toutes les interrogations, parce que la réalité, ce qu'on sait, les éléments factuels, c'est que vraisemblablement, il aurait été sous l'emprise de stupéfiants et de la cocaïne, et par conséquent, tous les actes qui découlent de cette prise de substance engendre, si vous voulez, et implique sa responsabilité d'abord d'un point de vue pénal, et ensuite, évidemment, aussi d'un point de vue moral. La passagère vous a demandé de remercier particulièrement une femme qui l'a secourue. C'était certainement un des moments tout à fait émouvants de ce que vous avez annoncé cet après-midi. Est-ce que vous pouvez nous rappeler cela ce soir en direct sur BFM? Oui, la passagère, alors d'abord, si ça vous a ému, moi aussi ça m'a ému quand elle me l'a raconté, parce que ses premiers mots, et je crois que c'est très représentatif de cette famille et de cette passagère, ont été emplis d'amour. C'est une personne très calme, très douce, et donc on imagine la douleur qui est la sienne aujourd'hui d'avoir perdu ce bébé qui était un bébé conçu dans de l'amour avec un mari, un époux qu'elle aime très profondément. Et malgré tout, elle a quand même eu ces mots pour cette passante qui lui a maintenu la tête, qui, jusqu'à l'arrivée des pompiers, a fait en sorte qu'elle ne soit pas inconsciente d'abord. Et puis, elle a eu des mots très doux et très tendres à l'égard des pompiers, des hospitaliers et de l'institution globale, qu'elle soit policière ou judiciaire. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est très empathique et qui a toujours un mot pour l'autre, même dans ces conditions-là. La sœur de Pierre Palmade, qu'il a vu à l'hôpital, dit aujourd'hui qu'il réalise l'horreur de ce qu'il a causé, qu'il a honte et qu'il assumera toutes les conséquences de ses actes. Quelle est votre réaction à ces propos? On n'a pas de réaction particulière sur ce point-là. Il assumera toutes les conséquences de ses actes. Ça paraît évident et de toute façon, il n'a pas d'autre choix. Quant à ses excuses, elles ont été évidemment... oui, effectivement, dites par le truchement de sa sœur, bon, ça vaut ce que ça vaut. La famille s'inquiète-t-elle de la notoriété de Pierre Palmade dans la gestion de ce dossier? Oui, elle s'en inquiète. Des questions légitimes. Non, mais tout à fait. Est-ce que vous pouvez les rassurer au vu de ce que vous percevez pour l'instant? Vous avez raison de le dire. Elle s'en inquiète, mais je les ai rassurés sur ce point en leur disant de façon très ferme et très claire que nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Cécile, pas même Pierre Palmade. Ouais. Cécile, vous nous l'avez rappelé il y a quelques instants, et ça change la nature du dossier. On parle d'un enfant à naître concernant le bébé. Nous sommes bien d'accord?
Oui, mais là, ce que nous a dit Maître Batik, c'est que l'enfant est né vivant. Donc c'est important pour la qualification pénale, parce que ça veut dire que la qualification retenue par le parquet d'homicide involontaire va tenir. Est-ce qu'on en est sûr? Oui. Et est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui fait dire qu'il est né vivant? Alors non, pour l'instant, on n'en est pas sûr du tout, parce que La question est posée. ouais, la question est posée. La question est posée, et c'est évidemment le premier enjeu de ce dossier. Ça va être la qualification juridique de ce dossier. Est-ce qu'il y a un homicide involontaire ou pas? Parce que vous avez dit tout à l'heure, elle est née vivante. Alors, pour qu'il y ait un homicide involontaire, il faut effectivement que l'enfant soit né et qu'il ait une première respiration. Ça, c'est depuis la jurisprudence de 2001. S'il est né sans avoir eu cette respiration, il n'y a pas de qualification d'homicide involontaire. Et si effectivement il y a eu cette première respiration, la qualification d'homicide involontaire sera retenue. Pour qu'on soit sûr et certain, il va y avoir une autopsie qui va être réalisée, il va y avoir des expertises. Et à l'issue de cette autopsie, à l'issue de ces expertises, on aura la réponse définitive judiciaire de savoir si oui ou non l'enfant est né viable. Les informations que j'ai effectivement par la famille, c'est plutôt que l'enfant serait né viable. Mais ça n'est pas encore parole d'évangile. Donc les expertises vont jouer un rôle très important dans la qualification définitive de ce drame. Tout à fait, c'est ce qu'on attend. Oui, bien, en droit, le fœtus n'est pas une personne. Depuis, vous l'avez rappelé tout à l'heure, un arrêt de la Cour de cassation de 2001. Mais alors, c'est assez controversé, parce que depuis 2001 et l'arrêt de la Cour de cassation, il y a déjà eu des accidents mettant en cause des femmes, contre des femmes enceintes et provoquant la mort d'enfants. Et le tribunal de Tarbes en particulier, a déjà condamné pour homicide involontaire. Alors c'est contesté. Ce qui veut dire que même l'expression un bébé de 7 mois n'est pas censée être utilisée. Enfin, elle est fausse d'une façon ou d'une autre. Avec cette exception, justement, parce que le droit, il évolue, là, c'est la jurisprudence, et cette affaire, elle va faire avancer la jurisprudence, elle va faire évoluer le droit sur ce point, et sauf si, effectivement, dans la césarienne qui a été pratiquée, vous vous rendez compte, c'est ce qu'a raconté Maître Batik, c'était bouleversant. Non, tous les détails sont épouvantables. Sauf si l'enfant respire, parce que ça sort l'enfant du statut juridique de fœtus pour le placer parmi les vivants, ne serait-ce que quelques secondes, et donc déclencher, et comme le disait Cécile, le procureur de Melun l'a déjà considéré, déclencher les infractions d'homicide involontaire. Docteur Lebeau-Lebovici, je vous ai vu réagir justement à toutes ces façons, enfin, aux termes qu'on peut employer pour qualifier l'enfant. C'est-à-dire que si on dit un bébé un bébé de 7 mois, ça suppose qu'il est né et qu'il a 7 mois d'âge. Oui. Donc il vaut mieux dire un bébé à naître, ou même, si on veut être plus précis, un bébé à naître dans le cas d'une grossesse de 7 mois, ou d'entre 6 et 7 mois. Mais l'expression « un bébé de 7 mois », évidemment, induit en erreur. Ça ne retire rien au caractère absolument dramatique de la situation. Et les expertises qui seront faites, enfin, on a un savoir-faire pour identifier la question de la première respiration et donc toutes les questions que soulève aujourd'hui ce véritable problème sur la qualification. Vous, en tant que médecin, on a les outils selon vous ? Si vous ne le savez pas, je ne veux pas vous coincer. Je vais être tout à fait honnête, oui. je ne sais pas. Je le pense, mais je ne peux pas l'affirmer. David Lebars. Je vais essayer de répondre à ça. Merci. L'enquêteur qui va avoir la charge de le démontrer dans son enquête, sous le contrôle du magistrat, il va s'orienter vers les médecins qui ont ou pas procédé à l'accouchement et à la césarienne. Et un médecin va faire une attestation pour dire si ou pas le bébé était né viable et s'il a respiré quand il est né. Donc ça va être des déclarations de médecins et ensuite des batailles d'experts. C'est ça qui va se passer dans l'enquête. Mais nos policiers sont formés aussi pour mener ce type d'enquête et y apporter des réponses, ou en tout cas mettre les outils en place pour que l'on puisse... Nos policiers, ils sont habitués à tout... Je vais vous dire, Yves Calvi, une enquête, c'est à peu près toujours le même schéma. Et après, il y a des faits plus ou moins graves, des faits plus ou moins choquants. Le but d'une enquête, c'est d'ouvrir toutes les portes, de ne rien négliger et ensuite de les fermer. C'est l'expression consacrée. Il ne faut aucune piste à négliger. Il faut aller vers tous les champs et ensuite mettre à la disposition de la justice et ensuite de la défense et des autres parties tous les éléments qui permettront à chacun et à chacune de se défendre. Donc le boulot de l'enquêteur, le travail de l'enquêteur, c'est de rassembler tous les éléments. Maître Batik, vous entendez toutes les questions qui sont posées autour de cette table par de nombreux spécialistes. Est-ce que la famille est préparée, je dirais, à cette... je ne sais pas comment qualifier, ce marathon qui va être, quoi qu'il arrive, très long pour elle? Pas du tout. La famille n'est pas du tout préparée à ça, et la raison pour laquelle elle n'est pas préparée à ça, c'est que c'est une famille sans problème, qui se levait le matin, qui allait travailler,
qui s'occupait de ces familles. On parle de 2 familles, la famille du conducteur et du fils qui est à l'arrière et la famille de la femme enceinte. Et donc, si vous voulez, ils étaient dans une petite vie paisible, calme, sans histoire. Par conséquent, évidemment, ce qui leur tombe sur la tête, c'est absolument dramatique d'une part, mais c'est surtout quelque chose qu'ils n'ont pas cherché. Que vous ont-ils dit de leur trajet en voiture avant l'accident et du moment de l'accident en tant que tel? Alors, sur le trajet, j'ai eu un récit qui a été tout aussi bouleversant que la suite. C'est-à-dire qu'on a un conducteur qui était très attentionné, qui faisait très attention à sa passagère, à son état de santé, au fait qu'elle soit enceinte, qui va aller jusqu'à lui proposer 2 itinéraires différents, en lui proposant un itinéraire plus long, mais qui évite les dodanes, c'est vous dire le degré de mansuétude qui était le sien à ce moment-là. Et il va lui demander à plusieurs reprises, est-ce que la température ça va? Est-ce que je roule correctement? Est-ce que tu veux quelque chose? Il prend soin d'une future maman. Il prend soin d'une future maman. Donc, si vous voulez, elle a ses souvenirs doux d'un beau-frère qui faisait très attention à elle, avec le fils de ce conducteur qui était attaché à l'arrière. Et puis après, le drame, une voiture qui leur fonce dessus. Elle a 3 souvenirs. Elle a 3 souvenirs, pour le dire de façon très précise. Elle a un premier souvenir de phare en pleine figure qui fonce vers eux. Elle a un second souvenir du conducteur qui est broyé entre le volant et le fauteuil. Elle s'extirpe de la voiture. Elle s'effondre par terre, elle tente de recouvrir autant que faire se peut ses forces pour aller, c'est peut-être l'instinct d'une future mère, aller à l'arrière, à la banquette arrière, voir l'état de santé du gamin de 6 ans. Et puis là, elle perd ses forces, elle s'effondre, elle pense à son bébé et elle commence à hurler « Mon bébé, mon bébé ». Les 3 souvenirs qu'elle a. David Lebars, comment interroge-t-on ou pose-t-on des questions à une personne qui a vécu des moments pareils quand on est policier? C'est sans doute là l'exercice le plus difficile. Ce qu'on ressent déjà de ce que Maître Boutique nous dit, c'est que pour l'enquêteur, il va falloir faire preuve d'empathie et de patience par rapport à une victime qui est en état de choc et qui sera elle-même aménagée par rapport à ce qu'elle est capable de rassembler comme souvenirs. Les souvenirs de la victime, des victimes, sont très importants dans l'enquête et on commence déjà à avoir des bribes d'informations qui éclairent sur la violence du choc. Il nous manque aussi, je le rappelle, parce que moi je suis plutôt sur l'aspect enquête, là où je suis choqué en tant que policier, en tant que citoyen, c'est que les 2 qui ont quitté le véhicule, outre le fait qu'ils auraient pu porter assistance et qu'ils auraient pu peut-être accomplir un acte comme celui décrit par la victime de cette dame qui l'a accompagnée jusqu'à ce que les pompiers arrivent. Déjà, ça aurait montré un autre angle de ces personnes-là, quel que soit le motif de fuite, mais eux, ils sont très importants dans l'enquête, parce qu'ils sont présents pendant. On peut se douter que s'ils ont fui, ils étaient lucides et qu'ils peuvent raconter ce qui s'est passé pendant, et puis ils sont présents avant. Et quand on sait maintenant, avec les bribes d'informations qui sortent, que ce qui s'est passé avant est déterminant par rapport à l'enchaînement des faits, ces individus-là, il faut rapidement qu'on mette la main dessus. Moi, je passe le même message que tout le monde. Il serait le bienvenu de leur part qu'ils se rendent aux autorités policières ou judiciaires. Et ça, c'est peut-être un vœu pieux, mais en tout cas, ça montrerait une autre image d'eux-mêmes. On a des éléments sur les recherches qui concernent ces 2 hommes? À notre connaissance, ils ne sont toujours pas retrouvés. Maintenant, les enquêteurs disposent de certains éléments. D'abord, ils ont 2 témoignages de gens, notamment un garagiste, qui disent qu'ils ont vu 2 jeunes hommes d'une vingtaine d'années partir, dont l'un avec la peau plus foncée. Donc, je ne sais pas si votre cliente, maître, se rappelle, elle, avoir vu quelqu'un. Alors, il y a quelques souvenirs qui lui reviennent, mais pour le coup, on réserve ça aux officiers de police judiciaire. Donc, elle a vu les deux personnes partir. Elle s'expliquera sur ce point-là très précis aux officiers de police judiciaire. Pardonnez-moi, vous nous dites qu'elle a des éléments d'appréciation, mais qu'évidemment, ça fera partie de sa déposition lorsqu'elle va rencontrer la police. Elle réserve évidemment sa déposition aux officiers de police judiciaire. Mais elle a des éléments. Elle a des éléments en tout état de cause. Ce qui est important, qu'on peut noter de manière assez objective et pragmatique, c'est qu'il y avait 2 personnes dans le véhicule qui ont fui, qui ont rajouté de la lâcheté à cet acte odieux et presque criminel. Et par conséquent, ça, on peut le dire de façon assez claire. Ces personnes doivent se rendre, elles doivent dire ce qu'il s'est passé elles doivent dire ce qui s'est passé avant, pendant la soirée, et expliquer le contexte de cette soirée mortifère. Je rajoute que par ailleurs, les enquêteurs disposent d'une vidéo, puisque dimanche soir, il y a un couple qui s'est présenté dans un commissariat en expliquant qu'ils étaient là
au moment de l'accident, qu'ils avaient une caméra embarquée dans la voiture. Et donc, ils ont remis cette vidéo aux enquêteurs qui sont en train de l'exploiter. Donc, peut-être qu'on verra ces 2 personnes en fuite dedans et ça permettra d'en savoir un peu plus sur les circonstances de l'accident. Oui. Et j'ajoute que ces 2 personnes qui ont pris la fuite donc risquent des poursuites pour non-assistance à personne en danger. La famille comprend le dispositif qui est en train de se mettre en place, qui sera par définition, vous nous l'avez dit vous-même, long, difficile, avec des moments où elles auront forcément des périodes d'incompréhension. Enfin voilà, ça revient à leur état d'esprit aussi et aux questions qu'elles se posent au moment où nous parlons. Vous nous parlez d'une famille très simple, confrontée à un accident de la vie absolument épouvantable, du jour au lendemain. Leur vie bascule et visiblement très en colère contre Pierre Palmade. Oui, tout à fait. Ils sont en colère et légitimement, à juste titre. Leur vie, comme vous l'avez dit, elle a basculé. Elle a basculé, il y a un avant et un après ce soir-là entre 18h et 19h. Leur vie, elle ne sera plus jamais la même. Elle ne sera plus la même dans leur corps, dans les séquelles physiques qu'ils vont porter, dans les stigmates physiques qu'ils vont porter et l'aspect psychologique qui va être terrible et dévastateur. Et quand évidemment, les médias s'occuperont d'une autre affaire, d'un autre dossier, eux, ils seront encore confrontés à ça, à ce drame. Et ça va être des cauchemars toute leur vie. Les excuses supposées annoncées par la sœur de Pierre Palmade aujourd'hui ont-elles eu un quelconque effet auprès de la famille et comment ont-ils réagi? Non, elles n'ont eu aucun effet. Elles n'ont eu aucun effet et je veux le dire de façon très franche et très directe. Ce qui s'est passé, ça a été le fruit de plusieurs choix. Il a fait le choix, ce monsieur, de prendre des substances illicites. Il a fait le choix, malgré son âge, malgré sa connaissance des choses, malgré l'expérience qui est la sienne, de prendre le volant dans cet état-là. Les individus qui étaient avec lui, qui l'ont accompagné, ont fait le choix de fuir et de ne pas assister les personnes qui étaient dans un état critique à ce moment-là. Et donc, tous ces choix-là, ils ne peuvent pas être effacés et balayés d'un revers de main par un simple pardon dit par le truchement de sa sœur. Ça n'est pas possible, ça n'est pas entendable. David Lebars, excusez-moi, je rentre dans la cuisine, enfin on va dire des enquêteurs, sans que ce terme soit déplaisant, mais si je comprends bien depuis le début, on a à la fois la police nationale et notre gendarmerie nationale qui travaillent sur ce dossier. Dans ces cas-là, est-ce que les rapports sont simples? Est-ce qu'on se met d'accord? Enfin, est-ce que ça peut avoir, d'une quelconque façon, est-ce que ça peut compliquer ou renforcer les choses? Pas forcément des maisons qui s'entendent toujours très bien. Oui, mais bon, voilà. Au-delà parfois de petites querelles, d'abord, il ne faut pas qu'il y en ait. Et puis, je pense qu'il n'y en aura pas. S'il y a eu des ratés, ils sont rapidement corrigés. De toute façon, il y a 2 volets. Il y a le volet routier, il y a le volet stupéfiant. On voit bien que l'un n'est pas dissociable de l'autre. Le volet stupéfiant a un impact considérable sur le volet routier. Au-delà même, je dirais, parce qu'on aurait un accident sans blessure, sans homicide derrière, on aurait une conduite sous l'emprise d'un état stupéfiant, c'est déjà un délit grave, hein, c'est 2 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, mais là on voit bien qu'il y a tout ce qui se passe avant, il y a un équipage, il y a une équipée folle, avec d'autres produits d'ailleurs que de la cocaïne, hein, on verra ce que dit l'enquête, oui. Mais on a appris qu'il y a une soirée avec l'usage de différentes drogues, donc si on rentre un petit peu très largement y revenir dans quelques instants. Le docteur qui est ici présent sur le plateau est addictologue et s'y connaît mieux que moi, mais la cocaïne c'est une chose, mais il y a certaines drogues qui mettent dans d'autres états, donc ça va aussi déterminer la part de responsabilité ou de folie de l'équipage meurtrier, parce que c'est comme ça qu'on peut l'appeler. Donc c'est extrêmement important et c'est pour ça d'ailleurs, il y a eu des gens qui se sont posé la question pourquoi on va en perquisition. C'est déterminant de savoir ce qu'on va trouver. C'est différent de trouver un reste de rail de coke que de trouver, je prends un exemple complètement farfelu, 3 kilos, où on se rend compte que c'était une véritable orgie. Tout ça est déterminant par rapport à ce qu'on aura après dans l'enquête et en fonction des déclarations de Pierre Palmade lui-même, parce que pour le moment, on n'a pas sa version, on n'a pas celle des fuyards, et on a des victimes qui sont dans un tel état qu'on a une version parcellaire, à juste titre, de victimes qui sont extrêmement choquées. Comment réagissez-vous à ce que vient de nous dire David Lebars, maître? Oui, ça va être très important. Comment réagit la famille? Non, mais ça va être très important. Ça va être très important de déterminer les quantités de drogue qui ont été accumulées, qui ont été prises par ces individus ce soir-là. Et évidemment que le dossier n'est pas le même dans un accident de la route lambda que lorsqu'on fait face à des individus qui ont pris des quantités de drogue énormes, qui ont pris peut-être des cocktails et qui ont été en avant dans un véhicule malgré cet état de fait. Et la famille est au courant des premiers éléments que l'on a sur les heures qui ont probablement précédé cet accident. Alors, la famille, d'abord, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a encore le conducteur et le fils de 6 ans qui sont en état de réanimation. Quant à la passagère, elle recouvre ses esprits tout doucement. Oui.
Donc pour l'instant, ils ne sont pas encore au fait de tous les éléments du dossier. Ils n'ont pas encore été auditionnés. Ça va venir dans les heures, dans les jours qui viennent. Donc ça va leur permettre de découvrir tout doucement l'état du dossier. Et j'imagine quel va être leur effroi une fois qu'ils vont comprendre ce qui s'est passé avant pour en arriver à ce drame. Bon, donc ça veut dire qu'ils n'y sont évidemment là non plus pas préparés, si ce n'est dans l'assistance que vous allez leur apporter. Exactement, il va y avoir une assistance évidemment juridique et il va falloir évidemment les épauler humainement sur tout ça parce qu'on ne va pas les laisser dans cette jungle où évidemment c'est très compliqué, très dur, il y a beaucoup de choses à gérer, beaucoup d'émotions et donc évidemment il va falloir les aider, les accompagner sur tout ça. Quelle est la prochaine étape importante pour vous dans les heures à venir et dans les jours à venir ? Alors, il y a plusieurs étapes. D'abord, il va falloir que mes clients, et ça c'est la première étape, avant que le conseil entre dans la danse, qu'ils recouvrent leur santé, qu'ils sortent de l'hôpital et qu'ils sortent en bonne santé. Oui. Ça c'est la première chose, la première étape. La deuxième, une fois qu'ils sont sortis en bonne santé, et on leur souhaite, et nous sommes évidemment de tout cœur avec eux dans cette bataille médicale, parce qu'avant la bataille judiciaire, il y aura une bataille médicale, il va falloir qu'ils recouvrent leurs forces, ils vont être auditionnés. Ils vont être auditionnés par les officiers de police judiciaire pour recueillir leurs témoignages. Parallèlement à ça, et par la suite, consécutivement, évidemment, il va y avoir ce dont on a parlé tout à l'heure, toutes les expertises. Oui. Les expertises qui vont commencer par quelque chose de très dur, qui va être l'autopsie du bébé qui aujourd'hui est décédé. Ils ne sont évidemment absolument pas préparés à ça. Vous leur en avez parlé, ils le savent. Ils étaient préparés à un accouchement le 14 mai. Ils étaient préparés à accueillir cette petite fille dans des conditions de parents heureux, de parents amoureux, de parents qui attendaient la naissance de leur premier enfant, qui procédaient à des achats de vêtements, qui procédaient à des achats de jouets, qui se projetaient avec leur première fille. Ça, oui, ils s'y préparaient. Ils se préparaient à tout, sauf à une césarienne et à ce que l'enfant sorte dans ces conditions-là après ce drame. On a très peu ou pas parlé du papa de cet enfant. Voilà, vous le rencontrez, enfin, avez-vous eu des échanges avec lui ? Oui, je l'ai rencontré hier soir. Il était évidemment dévasté. Vous imaginez la douleur qui est la sienne. Il perd à la fois sa petite fille qui était sur le point de naître et il doit consoler sa femme, son épouse, qui est évidemment dévastée et qui lui aussi partage évidemment le même sentiment qu'elle. Alors, je rappelle que ce terme d'enfant que je viens d'utiliser n'est pas celui de la faculté qui rend compte effectivement de la situation. David Lebars, c'est un dossier pour vous particulier où on a une vedette du show business qui est présente, une émotion qui est très forte dans tout le pays, 2 enquêtes qui sont en cours. Enfin voilà, comment on aborde un dossier de ce type ? Comment on fait pour garder la tête froide, en fait ? C'est le sens pour des enquêteurs, même si c'est leur métier. En respectant les lois, le secret de l'enquête, la pudeur due aux victimes et en faisant son travail de façon froide. Ça n'empêche pas d'avoir de l'empathie et de subir des émotions, parce que les enquêteurs vont les subir. Mais il va falloir faire le travail méthodique. Moi, je rejoins ce qu'a dit l'avocat sur le plateau. C'est pas parce qu'il est connu qu'il va avoir un traitement particulier. C'est pas non plus parce qu'il serait pas connu qu'il en aurait un autre. Il va avoir un traitement qui est adapté à la gravité des faits qu'il a commis. Et ça va se jouer pénalement entre les éléments que l'enquête va permettre de recueillir. Et ensuite, ce qui n'a pas été dit, c'est un magistrat, parce que je pense qu'on peut largement imaginer que l'enquête va faire l'objet d'une transmission à un magistrat avec une ouverture d'information. Enfin, moi, c'est l'expérience de policier qui me fait imaginer que c'est comme ça que ça va se passer. Pierre Palmade va être lui-même déféré. Et puis ensuite, il y aura la question, et ce sera la question du temps d'après qui n'a pas été évoquée, de ou pas sa détention provisoire. Cette question-là, c'est là où sa personnalité publique peut jouer. Il y a le trouble à l'ordre public qui serait lié à la décision ou pas d'incarcérer, mais ça, c'est la justice qui va le décider, parce que les garanties de représentation, on peut considérer qu'il en a, mais il y a le fait qu'il puisse fuir, qu'il puisse y avoir interaction sur l'enquête, mais tout ça, encore une fois, c'est la justice qui décidera. Quand les enquêteurs auront tout rassemblé, ça passera entre les mains de la justice, et cette décision-là, elle risque d'être très observée par la société civile. Bien sûr. Est-ce que quelqu'un comme Pierre Palmade va ou pas aller en détention provisoire ? Et je pense que ça va faire encore un débat dans les jours à venir. Vous avez un avis sur cette question, maître ? Alors, j'ai pas d'avis particulier. Ça, ce sera évidemment le magistrat instructeur et le juge des libertés et de la détention qui décideront s'il doit y avoir détention provisoire ou non. Ce qui est sûr aujourd'hui, les éléments qu'on a à notre disposition, c'est que sur les critères de l'article 144, parce qu'il s'agit de ça pour savoir s'il va aller en détention provisoire ou pas, eh bien, sur ces critères, évidemment, il y a des critères qui interrogent du côté des parties civiles, notamment le risque de déperdition des preuves, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, 2 individus sont en fuite, qu'ils peuvent se concerter à l'extérieur avec Pierre Palmade pour se mettre d'accord sur une version à tenir devant les magistrats. Et donc,
Ça, évidemment, les parties civiles ne le souhaitent pas. C'est la première chose. J'imagine que le téléphone de Pierre Palmade est surveillé, si tant est qu'il puisse l'utiliser. Alors là, actuellement, il est peu probable qu'il puisse l'utiliser. Et dès lors qu'il sera placé en garde à vue, encore moins. Et il faut évidemment qu'il arrive face au magistrat instructeur, face au juge d'instruction, sans avoir eu la possibilité de se concerter avec les individus qui aujourd'hui sont encore en fuite. Et puis on ne sait pas ce que les individus en fuite ont fait dans la voiture, ont fait dans le domicile de Pierre Palmade. Est-ce qu'ils ont effacé des preuves? Est-ce qu'ils ont, comme l'a dit monsieur, est-ce qu'ils ont fait en sorte que des quantités pharaoniques de cocaïne ou d'autres drogues disparaissent? Et donc voilà, il va se poser la question de la déperdition des preuves, du risque de fuite, du risque de concertation, et toutes ces questions, évidemment, du côté des parties civiles, du côté des victimes, on y sera très attentif. Mais pardon, est-ce que ça arrive souvent de la détention provisoire dans les accidents de la route avec des homicides involontaires? Est-ce que ça arrive souvent? Alors, c'est une très bonne question. Dans les homicides involontaires, il peut y avoir détention provisoire ou il peut ne pas y avoir détention provisoire. En revanche, dès lors qu'il y a des circonstances aggravantes, là, le risque de détention provisoire est très accru. Et dès lors qu'il y a plusieurs circonstances aggravantes, le risque devient de plus en plus réel, concret. C'est-à-dire que là, il y a un minima les substances, des substances illicites, on parle de cocaïne, mais peut-être d'autres substances qui ont été prises. Ça, c'est la première chose. Oui. Et puis, il va falloir voir s'il n'est pas en excès de vitesse, ce qui serait une autre circonstance aggravante, s'il n'y a pas d'autres infractions à la législation et au code de la route. Et donc, on peut très rapidement arriver à 2, 3, 4 circonstances aggravantes, ce qui rend très hypothétique la remise en liberté de cet individu. Est-ce que l'enquête pourra répondre à toutes les questions que vient de soulever Mourad Batik, Laurent Valdiguier? Ah oui, bien sûr, mais enfin là, on a les outils. L'intérêt, on a les outils, et puis surtout, il faut absolument retrouver les deux fuyards. C'est déterminant pour éclairer les heures qui ont précédé l'accident, et puis pour éclairer l'accident lui-même. Cet excès ce déport sur la gauche, la dernière cause, la dernière seconde, on l'ignore, et c'est cette dernière seconde qui sera déterminante. Et puis leur fuite. La non-assistance à personne en danger, dès lors qu'elle met en cause une victime mineure, c'est 7 ans de détention. C'est pas la non-assistance à personne en danger, c'est un délit grave. Et en plus, comme le disait Maître Batik, la question se pose, dans toute la journée du samedi, leurs affaires ont disparu. Manifestement, ils avaient des affaires au domicile de Pierre Palmade, ils étaient là depuis plusieurs jours. Oui. Donc leurs affaires ont disparu. Il y a un certain ménage qui est susceptible d'avoir été fait, ne serait-ce que sur les produits, les quantités de stupéfiants et les autres produits. Tout ça, c'est effectivement accablant de leur côté. Donc c'est une très mauvaise idée de leur part d'être partis, ça c'est sûr. Et c'est aujourd'hui une très mauvaise idée pour Pierre Palmade qu'il reste en fuite, malgré l'appel du ministère de l'Intérieur hier, de se rendre. Sous-entendu, mais rendez-vous, ça sera mis, comme le disait David Lebars, ça sera mis à votre actif. Comprendrait-on dans la famille des victimes qu'ils ne soient pas incarcérés? Pas du tout. Je ne comprendrais pas. Et il y a une dame qui a perdu son enfant, qu'elle attendait depuis 6 ou 7 mois. C'était son rêve, c'était son objectif dans les prochaines semaines. Et donc, évidemment, vous comprenez qu'ayant perdu l'enfant et la chair de sa chair, et cette expression prend tout son sens, ayant à sa gauche un individu, le conducteur, qui a été broyé entre le volant et le fauteuil, et à l'arrière un gamin de 6 ans qui n'a rien demandé à personne et qui aujourd'hui serait, d'après les dires de la maman, défiguré avec la mâchoire en bouillie, pour reprendre son expression, évidemment qu'il ne le comprendrait pas. Et puis surtout, au-delà de ça, parce que ça c'est encore un aspect, une façon d'appréhender les choses. Encore une fois, si on en reste sur les critères de l'article 144, il y a 2 individus qui sont en fuite, et la famille a besoin de connaître la vérité sur ce qui s'est passé avant. Et aujourd'hui, on a un risque de déperdition des preuves, on a un risque de concertation entre Pierre Palmade et les individus, et puis on ne sait pas qui sont ces individus. Oui. Est-ce que ce sont des dealers qui sont venus lui donner des substances? Est-ce que ce sont des amis? Est-ce que ce sont des complices? Est-ce que l'un d'eux, étant fou, a conduit lui aussi à ce qu'il y ait cet accident? Enfin, vous voyez, il y a tout un tas de questions qui font qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir des réponses, et pour que l'instruction se poursuive de façon tout à fait sereine, eh bien, évidemment, je pense qu'il vaut mieux faire en sorte que tout le monde puisse donner son explication dans les meilleures conditions. Donc, très clairement, la famille ne comprendrait pas qu'il ne soit pas incarcéré. Absolument. Frédéric Ploquin,
Est-ce que c'est le plus probable au vu de tout ce que l'on sait pour l'instant? L'incarcération? Oui. Je ne suis pas juge d'instruction, ni procureur. Non, mais vous Donc, avez c'est une pas à bonne moi de vous le dire. expérience. Non, c'est pas- En fait, pas ma un question, elle est simple. journaliste Est-ce que la notoriété de Pierre Palmade aujourd'hui joue en sa faveur ou en sa défaveur? En tout cas, c'est une question que s'est posée la famille et c'est tout à fait normal. Je vous demande votre avis. Les deux. Les deux. Oui, oui. Les deux, elle l'expose. Je dirais, elle fait que ce soir, on parle de cet accident de voiture, tragique, alors qu'il y a des dizaines d'accidents de voiture qui ont lieu toutes les semaines, tous les mois en France, un peu partout, avec des morts, des blessés, des handicapés, des gens qui se relèveront jamais, dont on ne parlera jamais à la télévision. Absolument. Donc, c'est la première chose qu'on peut dire. Si c'était pas Pierre Palmade, on n'en parlerait pas. Si derrière, il n'y avait pas tout ce qui est en train de se dire sur ses habitudes, sur ses... Voilà, on n'en parlerait pas ce soir. Donc forcément, ça joue en sa défaveur parce que ça devient une affaire d'État, une affaire publique. Voilà, on consacre ce soir sur BFM 1 heure à cet accident de voiture, je vous rappelle. Oui. Donc c'est quand même pas rien. Merci de me le rappeler. Donc voilà, non, mais J'en suis conscient. donc ça, c'est mettre. Bon, bah, évidemment, c'est la conséquence de la notoriété de cet humoriste que j'aurais envie d'appeler humotriste ce soir, parce que je le trouve plutôt tragique dans son comportement et dans sa façon de vivre. Après, je veux dire, c'est en termes de... Puisque la seule chose qui est avérée, en gros, c'est qu'il avait pris de la cocaïne. Ce que je voudrais dire, c'est que dans ce pays, ça fait 20 ans qu'on nous fait de la publicité pour dire que l'État prend en charge cette publicité pour nous dire boire ou conduire, il faut choisir. Je pense qu'à un moment donné, il y a tellement de gens qui conduisent dans ce pays en ayant sniffé de la cocaïne qu'il va falloir prendre le taureau par les cornes et peut-être dire à un moment donné, sniffer ou conduire, il faut choisir. Je veux dire, à un moment donné, Johnny Hallyday, par exemple, qui était un peu dans la même lignée que Pierre Palmade, un consommateur avéré de produits stupéfiants, héroïne et cocaïne. On connaît ces dealers, on l'a connu, donc c'est pas une révélation que je vous fais, avait quand même l'intelligence, alors que c'est pas forcément Johnny n'était peut-être pas l'homme le plus malin de la Terre, mais avait l'intelligence de ne pas prendre sa voiture, mais il avait l'intelligence. Non, mais ça c'est important. Sa famille appréciera. Bah, absolument, mais il avait l'intelligence, donc ça la famille l'appréciera, de ne pas prendre son véhicule en fin de soirée pour rentrer chez lui. Il avait un chauffeur. Pierre Palmade, visiblement, lui, ça ne le dérange pas de prendre toutes sortes de produits et ensuite de prendre la route. C'est évidemment un des facteurs potentiellement aggravants de ce dossier. Mais ça pose un vrai problème aussi sur la consommation de ce produit stupéfiant par les conducteurs. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, aujourd'hui, il y a le préfet de l'Orne qui a fait une communication pour dire que sur le mois qui vient de s'écouler dans un département comme l'Orne, où traditionnellement, on avait plutôt le sentiment que les gens buvaient pas mal d'alcool et conduisaient au volant un peu alcoolisés, eh bien, il nous a dit que ce mois-ci, la police et la gendarmerie surtout avaient contrôlé dans l'Orne davantage de conducteurs imprégnés de produits stupéfiants que de produits alcoolisés et qu'ils avaient dressé davantage de procès-verbaux pour conduite sous stupéfiants que pour conduite en état alcoolisé. Donc c'est un vrai défi, à mon sens, pour l'État que de prendre ça en main dans les temps qui viennent. Je libère Maître Mourad Bati qui a eu la gentillesse de prendre la parole pour la première fois sur un média ce soir et sur BFM TV. Merci de l'avoir pris la parole avec nous.